Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mizan TV. On se retrouve pour un entretien avec le grand recteur de la mosquée de Paris, monsieur Shamseddine Hafiz. Merci de nous accueillir dans votre mosquée. Merci, bienvenue à vous et à tous les téléspectateurs qui aujourd'hui vont peut-être pour la première fois connaître la mosquée de Paris à travers vous. Alors on se retrouve pour donc discuter en premier lieu de votre dernier ouvrage qui s'intitule donc Défaire les ombres, Islam, République, l'exigence de vérité. Ma première question sera simple, quel message souhaitez-vous transmettre à travers la publication de cet ouvrage? Alors c'est un message qui s'adresse d'abord à cette République en disant que ces enfants de confession musulmane font partie de cette République. Les musulmans de France le prouvent chaque fois, à la fois leur loyauté, leur fidélité, leur amour de la France. Et j'avais envie de le rappeler tout simplement à travers les différents billets que je publie chaque semaine. Donc c'est un condensé de mes billets, le livre publié chez El Bouraq. C'est surtout ça le message. J'ai envie de m'adresser à cette République, j'ai envie de m'adresser au pouvoir public, aux autorités de ce pays pour leur dire « N'oubliez pas que nous sommes des enfants de la République ». Quelles sont les problématiques que vous voyez qui s'imposent aux populations musulmanes de France aujourd'hui? Écoutez, une stigmatisation permanente des musulmans, de la communauté musulmane. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est à cause de nous. Il y a eu des pénuries d'huile, c'est à cause des musulmans qui consomment beaucoup d'huile. Il y a eu une pénurie d'œufs, c'est à cause des musulmans. Tout ce qui ne va pas, c'est à cause des musulmans. Et j'ai voulu, à travers ce livre, dire que ce n'est pas la réalité. J'ai essayé de faire un diagnostic le plus réel, de ma façon de voir à moi, bien évidemment, tout est subjectif, mais je pense que je n'ai pas, je dirais, forcé le trait pour raconter cette histoire, mais les musulmans de France sont extrêmement malheureux, sont extrêmement tristes, mais en même temps en colère, parce que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils sont toujours suspects de quelque chose. Et on voit bien que aujourd'hui, on considère que ceux qui sont très bien intégrés, c'est devenu un grand mot à la mode, taquilla, la dissimulation, et ceux qui laissent pousser une petite barbe lorsqu'on a un Coran dans le cartable, lorsque on a un chapelet, lorsque on va prier à la mosquée régulièrement, on a tout de suite un soupçon d'être quelqu'un qui n'aime pas la République, qui participe à ce séparatisme islamiste. Et donc, quelle que soit, je dirais, la position d'un musulman, elle est très inconfortable parce qu'elle est incomprise ou on ne veut pas la regarder, l'écouter et essayer de comprendre comment vit un musulman dans une société laïque. On a tout inventé. On a un certain nombre d'hommes politiques qui se sont érigés en grands savants musulmans et qui font de l'interprétation en citant des versets coraniques, en disant que la communauté musulmane est antisémite, que la communauté musulmane souhaite et travaille pour la perte de la France, etc., etc. Donc tous ces discours qui sont menés à bâton rompu, lorsque vous passez d'une chaîne de télévision à une autre, d'un média à un autre, d'un homme politique à un autre, c'est le sujet vraiment qui intéresse tout le monde. Et c'est pour cela que j'ai voulu écrire ce livre. Donc, à la suite du meurtre d'Aboubacar Cissé qui a profondément choqué la France entière, quelles recommandations avez-vous adressées au pouvoir public et ont-ils répondu à vos demandes? Alors d'abord, j'ai été reçu par le président de la République, avec qui j'ai échangé durant 2 heures dans son bureau et j'ai été extrêmement franc avec lui comme je me dois de l'être avec le président de la République pour qu'il puisse entendre ce que les musulmans ressentent à travers mes propos. Pour être très transparent, en sortant,
de cet entretien, j'étais accompagné de Najat Ben Ali, qui est rectrice de la mosquée du 15e arrondissement de Paris. Nous avons fait un communiqué pour rappeler d'abord quels sont les points que nous avons évoqués avec Monsieur le Président de la République et quelles ont été les réponses qu'il nous a données. Et moi, personnellement, je suis sorti extrêmement confiant de cet entretien parce que je pense que le Président de la République a écouté à la fois notre cri de colère, le cri de la communauté musulmane, cet embarrassement de notre communauté qui est aujourd'hui, on tente de la mettre en marge du reste de la société française. La mort d'Aboubacar Cissé montre plusieurs choses. D'abord, comment aujourd'hui on peut entrer aussi facilement dans un lieu de culte musulman. Pourquoi il n'y a pas de précaution? Et pourtant, le ministère de l'Intérieur a prévu un budget pour pouvoir sécuriser les lieux de culte musulmans. Pourquoi il n'y a pas de policiers, je dirais, en faction devant la porte d'une mosquée, d'un lieu de culte? Je pense que aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas que les mosquées, mais on voit ce qui se passe notamment pour les églises. Il y en a eu un certain nombre qui ont été abîmés. On y a eu des actes commis à la fois contre des églises, contre des synagogues, et je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes malveillantes ont besoin d'exprimer leur colère, leur haine à l'égard des lieux de culte, qui sont en principe des lieux de paix. Et ça, je pense que c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est terrible de voir un jeune de 22 ans qui, au moment où il se prosterne, est assassiné d'une manière aussi cruelle. Poignardé de 55 coups de Poignardé de plusieurs coups de couteau, filmé surtout. Parce que le film qui a circulé, c'est un film qui a été à la fois fait et diffusé par l'assassin. Et donc ça, c'est vraiment une question que l'on se pose. Comment on peut aujourd'hui, en France, attaquer de la sorte un jeune musulman? Aujourd'hui, il a été arrêté. Il a fallu mettre quelques jours pour pouvoir l'identifier. Mais en même temps, je pense que le deuxième acte qui a été commis récemment encore, d'un homme qui, du fait de son identité arabo-musulmane, a été lui aussi l'objet d'un acte raciste, gratuit, cruel, je dirais dégueulasse, quoi. Et donc, ces actes, j'espère que tout le monde prendra la mesure de ce qu'est en train de subir la communauté musulmane, parce que à travers ces deux actes criminels, c'est toute la communauté qui a été touchée dans son, je dirais, tréfonds, parce que en fait, les deux victimes sont toutes les deux, je dirais, représentatives de ce que nous sommes. L'un qui priait, l'autre qui a, je dirais, une tête, un visage maghrébin. Voilà, donc ces actes ordinaires de racisme que beaucoup subissent, ben là, ils sont arrivés à leur paroxysme. Que vous a répondu donc comment réagit le président de la République à cette affaire, et est-ce qu'il a pris des engagements vis-à-vis de la communauté musulmane? Alors, vous savez, on était dans un moment où on n'avait pas tous les éléments. Mais le président a été sensible, je vous dis, il nous a reçus pendant 2 heures dans un agenda d'un président de la République. Symboliquement, c'est quand même important. Il n'a pas promis de choses. Mais en même temps, par la suite, il a fait des discours où il a fait des déclarations importantes, notamment en déclarant que la communauté musulmane faisait partie de la communauté nationale, qu'il fallait prendre des mesures. Nous avons vu le ministre de l'Intérieur parler des carrés musulmans, le président a parlé de l'apprentissage de la langue arabe. On est en train d'essayer de mettre en place. Et pour lutter contre les discriminations, est-ce qu'ils vont prendre des mesures? Je l'espère. En tout cas,
avec le livre que je viens de publier, je veux passer un message. C'est que je suis un homme public et à ce titre-là, je m'exprime. Chaque semaine, je fais un billet. Mon dernier billet était concerné l'absence dans les cours, dans les programmes de l'éducation nationale. Il y a une absence criante de savants, d'inventeurs qui ont pas uniquement de confession musulmane, mais qui sont, disons, des gens qui ont une couleur particulière, qui ont une intonation particulière. C'est bien de parler d'Einstein, de tous ceux qui ont apporté, je dirais, la modernité à l'Occident. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes, d'autres confessions qui sont venues d'autres horizons et qui ont contribué largement à la modernité de l'Occident. Et donc, pour la France, il est important, cette France des Lumières, cette France de la connaissance, puisse être objective en mettant quelque peu le projecteur sur des personnalités qui ont participé, qui ont aimé la France et qui ont apporté quelque chose à ce pays. Voilà un peu pour dire que même s'ils ne prennent pas de mesures, moi j'ai écrit récemment au ministre de l'Intérieur en lui proposant d'organiser une conférence contre tout type de haine. Pas de, je dirais aujourd'hui, sectionner la haine et la discrimination, antisémitisme d'un côté. Aujourd'hui même, le terme islamophobie porte aujourd'hui à discussion. On peut pas utiliser le terme islamophobie, il faut choisir autre chose. Vous savez, les mots, lorsqu'on veut, les mots MAUX, lorsqu'on veut aujourd'hui les enrayer, il faut qu'on trouve le mot MET qui qualifie. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à qualifier la haine anti-musulmane, la discrimination anti-musulmane, comment on peut l'appeler? Il y en a qui proposent à ce que ce soit le racisme anti-musulman. Moi, je me suis inscrit en faux parce que il s'agit pas d'un racisme. Il s'agit d'une confession et quelle que soit la personne, noire, blanche, asiatique, africaine, maghrébine, etc., si ce sont des personnes de confession musulmane, on peut pas dire une haine du racisme anti-musulman. Ça n'a aucun sens. On a utilisé le mot islamophobie pour dire que c'était un mot qui englobait même une façon de pas pouvoir parler de l'islam. Non, moi je ne suis pas d'accord. Vous pouvez critiquer l'islam. Vous pouvez même ne pas aimer l'islam. C'est le droit de chacun. Vous n'aimez pas les musulmans, moi je ne vais pas vous obliger à aimer les musulmans. Mais il y a aujourd'hui des qualifications pénales, notamment l'incitation à la haine contre une communauté religieuse, etc. Et ben, lorsque vous commettez une infraction de ce type, on doit être poursuivi par les tribunaux. Monsieur le recteur, vous avez vous-même subi de l'islamophobie. Pouvez-vous nous en parler et quels sont les conseils que vous donnez aux musulmans? Oui, je crois comme tout un chacun qui a une apparence arabo-musulmane a fait l'objet d'un acte d'islamophobie. D'abord et avant tout, moi j'ai commis une erreur, c'est que je n'ai pas déposé plainte et je m'en suis voulu. Donc aujourd'hui, le conseil que je dois donner, c'est que il y a des commissariats, il y a des gendarmeries, il y a aujourd'hui des instances de sécurité qui sont là pour accueillir. Aujourd'hui, on peut le faire par Internet, on peut déposer une plainte par Internet. Il ne faut jamais refuser de dénoncer et de déposer plainte contre même l'acte le plus futile. Ne serait-ce qu'on vous insulte, ne serait-ce qu'on vous bouscule, parce que j'ai appris depuis un certain nombre de semaines qu'il y a des femmes portant le voile qui sont bousculées, à qui on arrache brutalement. C'est un acte de violence. Là, il faut déposer plainte. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Un peu par, je dirais, négligence, d'abord. Ensuite,
par appréhension. Est-ce qu'on va me croire? Est-ce que c'est, je crois, toute réflexion qu'un musulman se fait à ce moment-là? Ben non. Moi, je le dis, j'en ai été victime, et encore une fois, je le regrette. Eh ben, ne faisons pas cette erreur. Il faut absolument réagir systématiquement, parce qu'il faut rappeler à vos téléspectateurs que nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit fait que d'abord, nous sommes traités à égalité. Lorsque je dépose une plainte, il faut la prendre en considération. L'officier qui est en face de vous, ou par Internet, lorsque vous déposez votre plainte, la personne qui la reçoit doit réagir. C'est son obligation en tant que fonctionnaire. Ben, à nous de faire jouer ça et dire « je ne peux pas laisser passer, je dépose plainte ». Et puis après, il y a des associations aujourd'hui. Nous avons une association récemment qui vient d'être créée pour à la fois recenser, poursuivre les actes anti-musulmans. Ben, il faut le faire systématiquement. J'ai ressenti une très grande violence parce que effectivement les personnes qui m'ont agressé, un homme, une femme, un couple, notamment le mari qui m'a traité de tous les noms, des noms avec une vulgarité. Effectivement, j'ai été pris de court. Et vous savez, j'ai eu ce sentiment de peut-être, alors que je suis quelqu'un de relativement discret, quand je rentre dans un lieu public, je ne suis pas de ceux qui se montrent, etc. Mais il y a ce sentiment, effectivement, parce qu'il y avait du monde, je me suis retrouvé face à mes agresseurs qui m'ont abreuvé d'injures, de menaces, etc. C'était lors d'une occasion particulière? Non, c'est dans un restaurant. Et oui, on a cette appréhension de se dire peut-être que j'étais pas au bon endroit, etc., etc. Il ne faut surtout pas se culpabiliser de la sorte. Et je pense qu'il faut absolument réagir parce que c'est injuste d'être attaqué de la sorte. Personne ne peut être le chevalier, le justicier de quoi que ce soit. Si mon comportement déplaît, si moi-même je suis dans une position en train de commettre une infraction, on appelle la police. Personne ne peut se faire justice soi-même. Donc on ne peut pas comme ça vous attaquer, vous menacer, vous bousculer, plus vous frapper ou quoi que ce soit. Il faut immédiatement réagir. Une simple injure, il faut aujourd'hui déposer plainte. Nous sommes dans un pays, encore une fois, où il y a des lois et nous devons demander la protection pour une infraction, même la plus banale. Monsieur le recteur, concernant la situation cataclysmique à Gaza, quel message adressez-vous au monde et au pouvoir public? Écoutez, moi, depuis le début, au lendemain du 7 octobre, j'ai demandé d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait très très vite la création d'un État palestinien, parce que je considère qu'aujourd'hui c'est une véritable injustice. Et le message que je voudrais transmettre au monde, soyons humains. Aujourd'hui, ce sont des enfants, des femmes, des hommes qui sont en train d'être massacrés. Et si aujourd'hui l'ordre international n'intervient pas pour protéger ces populations, qu'est-ce qui nous reste comme humanité? Mais j'aimerais en même temps rappeler une chose, que après le 7 octobre, les imams de la Grande Mosquée de Paris, le vendredi 13, donc le premier vendredi après le 7 octobre, les imams ont rappelé que lorsqu'il y a un conflit armé entre deux parties, il ne fallait en aucun cas que des civils soient touchés
par ce conflit armé. Nous avons rappelé les grands principes de notre religion. Et donc, aujourd'hui, le peuple de Gaza est en train de vivre l'innommable. Et je vois les hésitations des grandes puissances occidentales. Ce peuple a trop souffert. Il faut absolument trouver une solution pour que ce peuple puisse recouvrer sa liberté, son indépendance, et puisse vivre en sécurité dans un État qui soit viable, parce que proposer aujourd'hui un espèce de gruyère, c'est pratiquement ingérable. Et donc il est important que cet État, ne pas simplement dire qu'il faut qu'il y ait un État palestinien ou créer un État palestinien, il faut réunir les conditions de fiabilité de cet État. Un extrait d'une de vos interviews concernant le voile a suscité de nombreuses polémiques. Monsieur le recteur, je vous cite. Je le redis, le voile ne devrait pas exister en France. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement et que dites-vous à toutes ces femmes voilées qui se sont senties trahies? Alors, vous utilisez des grands mots. Polémique, certainement. Que les femmes se sont senties trahies. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu, je dirais, de messages de femmes qui portent le voile. J'en connais beaucoup, qui m'auraient dit que je les ai trahies. Parce que tout le monde, sauf les personnes qui ne voulaient pas voir, on a bien vu que c'était une manipulation, qu'on a coupé mes propos, qu'on a mis en grand. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris considère qu'il ne faut pas qu'il y ait de foulard en France. C'est une instrumentalisation, je dirais, médiocre. Il faut d'abord que ceux qui veulent la vérité écoutent l'ensemble de ma déclaration. J'ai bien précisé qu'en France, la femme qui décide de porter le foulard le porte sans aucune restriction, sauf lorsque la loi l'interdit. Et j'ai bien précisé que en 2004, lorsque la loi sur l'interdiction des signes ostensibles a été prise, rappelez-vous les médias ce qu'ils disaient, il va y avoir une déferlante d'affaires en justice, ça va arriver jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a eu aucun procès. Il y en a eu un seul à Lyon qui s'est arrêté en cours de procédure. Parce que les musulmans respectent la loi. Quand il y a eu par la suite les autres lois qui concernaient, il faut le reconnaître, la femme musulmane, la loi sur la dissimulation du visage, tout cela a été fait, enfin, pour contraindre la femme musulmane à enlever son voile dans l'espace public. Aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques. On a parlé de l'abaya, on parle du voile dans le sport. J'aurais aussi une question là-dessus. Donc, est-ce que les femmes sont vraiment libres de porter le voile? Et vous, en tant que recteur, est-ce que vous êtes prêt à les défendre? Je vous ai dit, je le répète, que toute femme qui porte le voile dans les lieux qui sont libres, parce que nous sommes dans un pays de liberté, il y a un espace de liberté qui est l'espace public. Et vous savez, le fameux adage, ma liberté s'arrête au moment où votre liberté est remise en cause. Donc une femme dans la rue qui porte le foulard, qui se promène, qui va qu'à ses occupations, ne gêne absolument personne. Alors, ça gêne peut-être ceux qui ne supportent pas de voir un islam plus ou moins visible. Mais comme je le dis, je le répète, aujourd'hui, je suis avocat, je suis profondément respectueux de la loi lorsqu'il y a des interdictions, notamment aujourd'hui, on le voit bien dans la fonction publique, dans un certain nombre de professions, on ne peut pas accepter qu'une personne puisse, à travers un signe quelconque, montrer son appartenance religieuse. Et là, moi-même, avec les imams, nous avons fait une étude là-dessus, et on considère qu'il y a ce qu'on appelle l'état de nécessité, qui fait qu'une femme, parce qu'elle doit travailler, elle est obligée de travailler, elle ne peut pas faire autrement, elle a fait de longues études, elle est médecin, elle va travailler dans un hôpital, on va lui dire d'enlever son foulard. Qu'est-ce qu'elle fait? Je dis simplement qu'une femme, lorsqu'elle porte le foulard, dans un espace où ce n'est pas interdit, qu'elle le fasse comme elle l'entend, parce que je sais que la plupart des femmes qui aujourd'hui portent ce foulard
contrairement à ce qu'on veut dire, personne ne l'a contraint, ni son frère, ni son père, ni personne. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Je ne peux pas accepter qu'une femme, on essaye avec violence de lui enlever. Par contre, lorsque la loi interdit le port du voile dans un moment T bien donné, je dis à la femme, il faut respecter cette loi. Voilà ce que j'ai dit. Pour rebondir là-dessus, si demain, des jeunes femmes qui font par exemple du football avec leur voile, si on leur interdit de pratiquer leur sport, que la loi leur interdit, est-ce que vous vous y opposerez? Et si demain on interdit le voile dans l'espace public, est-ce que vous irez dans le sens des pouvoirs publics ou pas? Alors, je ne pense pas qu'on aille jusqu'à... Alors, peut-être, mais je ne crois pas aujourd'hui que le législateur s'amuserait aujourd'hui à interdire le foulard dans l'espace public. C'est le projet du Rassemblement national. Je ne pense pas. Vous savez, il y a des projets, mais quand on arrive aux affaires, c'est autre chose. Par contre, là où vous posez la question sur le sport. Le sport, déjà, aujourd'hui, la charte olympique interdit, je crois que c'est l'article 50, qui interdit tout signe religieux pour une sportive. Donc, là aussi... Je crois que le voile est accepté dans les compétitions sportives. On en voit aussi à l'escrime escrime, au niveau international, on le voit. Mais en tout état de cause. C'est que en France. Parce que vous avez dit, et je pense qu'il faut il faut nuancer. Lorsque des filles font du sport, portent leur foulard, ils sont pas dans une compétition avec le drapeau français, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. À partir du moment où c'est interdit, je pense, moi personnellement, vous m'avez dit, est-ce que vous allez vous y opposer si une loi est prise? Vous trouvez pas choquant qu'une femme, on souhaite la dénuder comme ça? Que cette femme n'ait pas la liberté de... Écoutez, nous sommes dans un État laïque, d'accord? Alors on veut l'égalité pour tous. À ce moment-là, donc tous les signes religieux pourraient être acceptés. Moi personnellement, je considère que la neutralité de l'État, c'est une bonne chose pour tout le monde, parce que je vois dans d'autres pays, notamment juste à côté, la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, il y a cette possibilité. Moi, personnellement, je considère, et je l'ai à plusieurs reprises déclaré, que la laïcité est une chance pour les musulmans, c'est une chance pour l'islam. Cette laïcité, elle s'applique au pouvoir public, elle s'applique pas aux usagers du service public. Non, mais pas aux usagers. Lorsque, je vous dis encore une fois, lorsque je représente l'État en tant que femme, et je suis dans une situation où je vais rendre la justice au nom du peuple français. Lorsque je travaille, je suis préfet ou sous-préfet représentant l'État, représentant la République. Moi, je peux comprendre qu'il y ait une neutralité de l'État. Par exemple, un joueur de foot qui se signerait de la croix, qui représenterait l'équipe de France, est-ce qu'il devrait être interdit? Ben, il l'a fait, hein. Au Paris Saint-Germain, il y a eu un joueur qui a fait la croix. Il y en a d'autres qui se sont prosternés. Vous pensez pas que la liberté, ça, ce sont des actes individuels, bien évidemment. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des règles. Et si il y a des règles qui sont bien évidemment prises dans un processus, non pas parce qu'on voit que certains partis politiques ont envie d'en découdre avec la communauté musulmane. Bien évidemment, là, il y aura des expressions qui seront faites, etc. Mais à partir du moment, et comme je vous le disais, les musulmans sont extrêmement, je dirais, respectueux des lois de la République. Et regardez, aujourd'hui, c'est dans l'espace public que nous avons des femmes qui portent le voile. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un passant qui croise une femme qui porte le voile, qui va essayer de l'arracher, qui va l'insulter, etc. Là, c'est votre question précédente. Elle compte sur vous pour les défendre. Il faut déposer plainte. Oui, bien évidemment, je les défendrai. Mais encore une fois, lorsque la loi est prise, lorsque la loi interdit un signe religieux, ben, il faut l'accepter comme on accepte toutes les règles de jeu de la société française dans laquelle nous sommes. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui estiment que nous devons être stigmatisés en permanence. Ça, je me défends pour ça. Mais en même temps,
je ne veux pas qu'on soit au-dessus des lois. Il y a des interdictions, les signes religieux sont interdits. Moi, personnellement, j'ai été avocat et j'étais toujours extrêmement sensible au fait que quand vous êtes dans une salle d'audience, il y a une totale neutralité de l'État. C'est important. Vous savez, on ne peut pas accepter demain d'être jugé par quelqu'un qui montre son appartenance religieuse. Ça, nous sommes des citoyens. Lorsque nous sommes jugés, je préfère être jugé par un citoyen qui est à égalité avec moi que d'avoir quelqu'un qui milite pour sa propre religion. Et donc, la nuance, elle est extrêmement facile. Essayez lorsque il y a eu cette fameuse polémique, il faut reconnaître quand même qu'on a voulu me faire un procès d'intention. Vous savez, je fréquente beaucoup la communauté musulmane, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ils savent très bien que je suis respectueux d'abord des femmes, et que, en même temps, je suis respectueux de ma communauté et que, depuis 5 ans que je suis à la tête de la mosquée de Paris, j'ai toujours défendu, contre vents et marées, les musulmans de France. Monsieur le recteur, 2004, donc interdiction du voile à l'école. 2009, on n'a pas le droit de cacher le visage. L'abaya qui a posé polémique avec le Premier ministre Attal. Là, on parle du voile dans le sport. Demain, peut-être le voile dans l'espace public. Là, on le voit avec le rapport sur l'islamisme, même le halal serait peut-être considéré comme de l'islamisme bientôt. Vous avez été concerné par cette question-là. Vous êtes même vous accusé d'islamisme. Donc, petit à petit, cette forme de laïcisme s'impose dans notre pays. N'avez-vous pas peur qu'en avançant dans ce point-là et en ne défendant pas, par exemple, le voile pour ces femmes-là, le halal pourrait être interdit petit à petit dans notre pays? Je ne crois pas qu'on arrivera à ces extrêmes, mais il faut être vigilant, bien évidemment, il faut se battre. J'ai été le premier à dénoncer le rapport qui a été publié sur les frères musulmans. J'ai été extrêmement virulent. Je n'ai pas, je dirais, arrêté ma plume lorsque j'ai dénoncé ce rapport. Certains me l'ont reproché, mais je vous dis encore une fois, je regarde simplement le bien de la communauté musulmane de France, parce que en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai une responsabilité et je l'assume dans sa totalité. Je ne prends pas ce que j'ai envie de prendre, je prends le tout. Mais en même temps, je ne veux pas, encore une fois, que nous soyons considérés comme des enfants gâtés qui exigeons des tas de choses. Nous n'exigeons rien en réalité. Vous savez, vous avez parlé de l'abaya. Je suis peut-être le seul responsable musulman à avoir écrit à l'IFOP, qui est l'institut qui a fait ce sondage. J'ai eu le responsable de ce sondage qui est venu me voir en lui disant c'est pas normal ce que vous faites, parce que votre question elle est tronquée. Parce que quand vous posez la question sur l'abaya, qui porte l'abaya, vous n'avez pas posé la question à une fille de 15 ans qui va à l'école avec. Vous avez posé de manière générale la question à des femmes, et à beaucoup de femmes aujourd'hui, notamment de notre communauté, qui mettent ce type de vêtements parce que c'est un vêtement ample qui vous permet d'être à l'aise chez vous, etc., etc. Donc la question était tronquée. Et aujourd'hui, vouloir faire en politique le cheval de bataille qui est l'abaya, c'est vraiment cacher tout ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale, des dérives, des travers, des problèmes que nous vivons aujourd'hui. L'abaya, ça a été, je dirais, le prétexte pour, je dirais, vous savez, les hommes politiques, c'est des prestigitateurs. Ils vous montrent, ils vous pointent du doigt un problème, mais de l'autre côté, ils en cachent une multitude. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. Mais en même temps, moi, je pense que nos enfants, quand ils vont à l'école, doivent, je dirais, aller à l'essentiel de ce qu'est aller à l'école, c'est-à-dire d'aller s'instruire, d'aller apprendre. Parce que l'école de la République vous permet d'avancer, d'évoluer, d'avoir un diplôme qui va vous permettre d'avoir un métier, etc., etc. C'est la première des conditions. Parce que, en même temps, aujourd'hui, à cet âge-là, on a tendance à vouloir provoquer, à vouloir... Et je crois que, franchement, si on devait faire le recensement du nombre de abaya au moment T qui a posé un problème
Il y en avait combien? On avait cité une quinzaine, je crois. Moi, j'invite tous les responsables, j'invite les présidents de mosquées, j'invite les présidents d'associations, j'invite toute personne qui peut s'exprimer publiquement à le faire. Vous savez, ce n'est pas uniquement la mosquée de Paris qui peut porter ce message. Je fais partie, mais je ne veux pas aujourd'hui qu'il n'y ait que le recteur de la mosquée de Paris, parce que il y a d'autres responsables qui peuvent s'exprimer. Il y a aujourd'hui notre communauté, elle est multiple, et donc on doit avoir une voix multiple. Vous savez, moi on me dit, il aurait fallu que tu manifestes. Je suis pas un syndicat. On m'a invité à manifester. Je suis une institution religieuse. Est-ce que vous avez vu un jour, vous, un archevêque ou un évêque aller marcher? C'est la société. Vous savez, quand il y a eu le mariage pour tous, bien évidemment que l'Église était extrêmement touchée par cette loi qui allait permettre à deux personnes du même sexe à se marier. Mais pourtant, c'était des associations qui se sont mobilisées. Là, récemment, avec la loi sur la fin de vie, tous les religieux, nous sommes réunis. Et bien évidemment, il n'a pas été question pour nous d'aller marcher. On a écrit, on a fait un livre, on a réagi dans un certain nombre d'espaces publics. On nous a invités pour expliquer, moi en tant que musulman, en disant que le suicide était interdit par notre religion, mais en même temps qu'il fallait aujourd'hui qu'il y ait un peu plus de chaleur humaine dans les hôpitaux. Et j'avais même demandé au président de la République qu'on puisse permettre à des aumôniers musulmans d'être plus présents, parce que, en fait, la détresse individuelle d'un homme ou d'une femme qui est malade et qui se sent seul, bien évidemment, il a envie de partir. Mais lorsqu'il y a cette chaleur, et j'ai rappelé les grands préceptes de notre religion, qui rappellent qu'on doit aller visiter les malades. Pourquoi ça a été dit? Parce qu'on sait que quelqu'un qui est dans un hôpital, qui est dans des conditions où sa santé s'est détériorée, il a besoin qu'on vienne le porter, lui tenir la main. C'est la famille. Mais en même temps, ça peut être n'importe qui pourrait aller lui dire « on est avec toi ». Cette chaleur humaine, elle manque beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même la loi sur les soins palliatifs, on le sait pertinemment que c'est une question d'argent. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on va porter quelqu'un qui est malade avec, je dirais, atteint d'une maladie chronique, etc., que l'issue est irréversible. Mais en même temps, si on l'accompagne, si on reste à ses côtés, si on peut lui donner un tout petit peu de bonheur lorsqu'il voit ses petits-enfants, lorsqu'il voit le voisin, la voisine, qu'on lui apporte de la lecture, qu'on lui montre que son état, nous le prenons également en considération et nous sommes à ses côtés pour le soutenir dans ces moments de difficulté. C'est les valeurs de la religion musulmane, mais en même temps, ce sont des valeurs qui sont également portées par d'autres, à la fois d'autres religions, mais même d'autres philosophies. Et donc, il faut aujourd'hui que notre communauté ne puisse pas uniquement compter, j'ai de larges épaules pour vous, mais vous savez... Il y a beaucoup de responsables musulmans en France qui sont démonétisés, qui sont critiqués, qui sont attaqués même par ce dernier rapport. Oui. Donc ils ont peur, monsieur le recteur. Nous avons tous peur. Mais en même temps, lorsqu'on accepte des responsabilités, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas accepter que le bon côté des choses. Il y a vraiment un bon côté, mais aujourd'hui, moi personnellement, je m'exprime, je sais que je déplais à certains, mais en même temps, j'essaie de porter haute la voix des musulmans. Des musulmans dans leurs angoisses, dans leurs préoccupations. Mais en même temps, je peux également dire à ma communauté, il y a des choses sur lesquelles vous exagérez. Il y a des choses sur lesquelles nous ne devons pas aller. Parce que, en même temps, je dois, si vous voulez être écouté sur ça, je suis pas, moi, je dirais une marionnette qu'on me pousse dans telle ou telle direction. Je suis quelqu'un qui regarde en même temps, qui ressent les choses comme tout un chacun. Et je pense que l'intérêt de ma communauté, il est d'abord d'aller à l'école, de travailler, d'avoir des diplômes, de s'exprimer, d'avoir, je le disais tout à l'heure, nous avons sur le plan religieux une obligation qui est celle de pouvoir participer activement à la société dans laquelle nous sommes.
lorsque je suis étudiant, je participe en étant dans une association, en étant prêt à aider celui qui ne peut pas, qui a des difficultés parce qu'il ne peut pas être tout le temps à l'université, etc. On leur reprochera de faire de l'entrisme. Peu importe, vous savez, on aura beau critiquer, l'essentiel c'est d'avancer. C'est à la fois pour Dieu et aussi pour ma communauté, parce que Dieu me demande à chacun de nous, nous sommes, comme on dit, des khalifas, des vicaires sur terre, chacun de nous. Nous sommes tous à égalité. Il n'y a pas un chef et un seul responsable et les autres sont là en train d'attendre. Vous savez que dans notre communauté, il n'y a pas le zaïm qui est là, le grand chef, etc. Ça, on n'aime pas dans notre communauté. Quels sont les chantiers à venir pour la mosquée de Paris? Les grands chantiers. Les grands chantiers, c'est d'abord que son discours religieux soit le plus audible possible. Donc, je termine un travail très important qui est l'adaptation du discours religieux dans une société sécularisée où on va faire un certain nombre de recommandations. Nous allons publier ce que j'ai appelé la charte de Paris et Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, nous pourrons commencer à travailler sur une traduction du Coran de l'arabe au français parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un Coran qui est accessible à tout le monde, aux jeunes, aux convertis, aux non-musulmans, mais également aux musulmans qui, pour des raisons historiques, ne maîtrisent pas la langue arabe. J'ai envie aujourd'hui de travailler avec des vrais experts pour que nous puissions, d'ici 2 ans peut-être, avoir un beau Coran qui sera, je dirais, la traduction d'abord des intentions de Dieu sur terre en langue française. Parce que je crois que il y a eu beaucoup de traductions, mais qui posent de véritables problèmes. Et je voudrais les soulever. Donc, ma priorité, c'est vraiment que le discours religieux de la Grande Mosquée de Paris soit à la fois audible, soit bien évidemment le plus proche de notre rite, de l'adapter aux réalités d'un pays comme la France, où la France, elle est multiple. La France dispose de nombreuses communautés religieuses, de gens qui croient et qui ne croient pas. Comment les musulmans vont pouvoir s'intégrer harmonieusement à l'intérieur de la communauté nationale? C'est un peu ça le plus gros projet que j'ai, mais en même temps, la Mosquée de Paris rayonne à travers son prix littéraire. Nous allons vivre l'année prochaine le centenaire de la Grande Mosquée de Paris. Je vous réserve un certain nombre de surprises pour montrer que la Mosquée de Paris s'inscrit à la fois dans le patrimoine de France, mais en même temps est un joyau de la République, mais c'est un joyau avant tout de notre religion et qui représente dignement notre religion. Merci Monsieur le Recteur d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes auteur donc de l'ouvrage Défaire les ombres, Islam, République et l'exigence de vérité, publié aux éditions Al-Bourak. Je remercie nos auditeurs, donc n'hésitez pas à partager cette émission, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.